Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence sur le mix énergétique, donc les différentes énergies dans la mobilité lourde. Il y a 2 décennies, l'industrie du véhicule industriel, donc utilitaire et poids lourd, a amorcé un virage, disons-le, historique, celui de la diversification énergétique, vous l'avez donc vécu. Longtemps indétrônable, le gasoil n'est plus le seul maître à bord des utilitaires et des poids lourds, des camions aujourd'hui. À sa place, d'où s'ouvre désormais une palette d'énergie alternative qui est à la fois, et on le voit sur le salon ici à Solutrans, symbole d'une mutation profonde. Ce changement qu'on a baptisé, rebaptisé transition énergétique a marqué une prise de conscience collective de la filière avec 2 missions essentielles. Il est devenu impératif de réduire bien sûr les émissions de gaz à effet de serre et de repenser, peut-être réinventer la mobilité lourde. Certes, le diesel continue de dominer le transport routier, on le voit dans les immatriculations. Le diesel reste majoritaire dans les parcs poids lourds, bien qu'il amorce une légère baisse depuis quelques mois. Mais la tendance est claire, les motorisations bas carbone, longtemps perçues comme des solutions d'avenir, s'imposent aujourd'hui comme des réalités industrielles et économiques. Entre contraintes techniques, investissements colossaux et impératifs environnementaux, la filière n'échappe pas à cette révolution, qu'on peut qualifier donc de révolution énergétique. C'est ce thème que nous vous proposons d'aborder cet après-midi. Dans un premier temps, nous allons échanger avec la partie constructeur, donc industrie du véhicule industriel. Dans un deuxième temps, nous verrons avec Clément Moulison, on va dire les stratégies électriques avec l'AVER, avec Adrien Berthaud du groupe Berthaud, plus l'utilisation des énergies, on va dire, sur le terrain, en exploitation. Et puis ensuite, on verra également les biocarburants avec LE100 et Altens. Et également avec Pierre Delegue, on verra le projet de autoroute électrique qui devient réalité, puisqu'il y a les premiers tests. On le verra donc à la fin de cette conférence. Pour débuter, je vous propose d'accueillir Jean-Yves Carbrat, qui est donc directeur général de MN Truck et Bus France, Olivier Metzger, directeur des énergies alternatives chez Renault Truck France, et Ovarit Trunt de CEO d'Illico. Vous pouvez venir nous rejoindre sur la scène. Messieurs, bonjour. Bienvenue en tout cas à Solutrans, vous êtes déjà à Solutrans depuis hier. Je vais commencer par vous, Jean-Yves Carbrat. On va revenir sur ce qu'on a appelé le mix énergétique. Vous êtes en fait, on va dire un peu comme la plupart aujourd'hui des constructeurs. Vous offrez, c'est comme la nouveauté de Solutrans, toute la gamme de poids lourds en électrique. Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, on offre l'ensemble de notre gamme aujourd'hui véhicules électriques. Mais au-delà de ça, on essaye surtout de présenter l'ensemble des solutions qui font qu'on n'a pas besoin d'énergie fossile pour rouler. Alors, c'est des solutions intermédiaires de transition de type biocarburant. Ce sont effectivement les solutions d'avenir lointain. Pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui est compétitif, mais des solutions de type hydrogène pour l'avenir, loin, sport lourd. Et puis surtout, effectivement, les solutions qui aujourd'hui répondent aux problématiques des clients, zéro émission, CO compétitif, et là, c'est les gammes électriques. On peut parler d'une approche équilibrée ou adaptée au transport? Pour moi, on peut parler d'approches qui répondent aux besoins des clients. Un transporteur, c'est quelqu'un qui fait un métier de centime, il ne faut jamais l'oublier. Et quand on lui propose des solutions qui économiquement n'ont pas de sens, c'est intellectuellement intéressant, mais pratiquement ça ne fonctionne pas. Notre rôle de constructeur, c'est de les accompagner, proposer aux transporteurs des solutions qui ont coût de revient, des TCO qui soient compétitifs. Et c'est pour ça que aujourd'hui, que ce soit avec les solutions de transition et surtout demain avec les solutions de type électro, on apporte des solutions concrètes au transport pour pouvoir le décarboner tout en étant économiquement compétitif. Alors justement, je le disais, même si le diesel s'impose aujourd'hui, on voit dans les immatriculations, vous pensez que l'électrique est la solution, notamment économique? C'est ce que vous disiez pour le transport aujourd'hui? Oui, c'est ça. Hier, on a présenté, pour l'exemple de MAN, on a présenté une offre pour les transporteurs qui leur permettent d'acquérir un véhicule, mais aussi d'accéder à une énergie bon marché, puisque, en principe, souvent les transporteurs raisonnent en centimes du kilomètre, en centimes du kilomètre, oui.
Hier, par exemple, on présentait une offre qu'on a construite en partenariat avec le groupe EDF, dans lequel on propose un coût d'énergie de 17 centimes du kilomètre. 17 centimes. Ça, c'est vraiment un élément de preuve qui permet à un transporteur, quand c'est possible, bien sûr, de basculer vers l'électromobilité. Alors, avant de parler de consommation, il y a l'acquisition du véhicule, qui est quand même la base, qui est également un frein. Aujourd'hui, c'est son prix. On dit 2 à 3 fois le prix du véhicule diesel. À quand un tarif abordable pour les transporteurs? C'est la porte d'entrée, l'acquisition. Finalement, c'est la combinaison à la fois de l'acquisition du véhicule et des coûts d'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, toute aide déduite, on arrive à avoir des véhicules électriques qui sont autour de 3 000 € par mois. Ça fait 40 centimes ou 41 centimes du kilomètre. Pour ajouter l'énergie, et vous retombez sur des coûts d'exploitation de véhicules, des TCO complets, qui sont comparables avec ce qu'on peut faire en thermique. On parle de plus en plus comme solution la location également, qui existe déjà dans le véhicule industriel, mais pour adopter le mix énergétique, les nouvelles énergies. C'est un des éléments supplémentaires des dispositifs que les constructeurs, et MAN en particulier, peuvent proposer. Laisser la possibilité aux transporteurs de conserver leur capacité d'investissement sur leurs bâtiments, par exemple s'ils font de la logistique ou autre. Oui, les solutions de location existent, fonctionnent. On a présenté hier un partenariat avec Frequin, dans lequel on est capable de proposer des solutions de location aux clients utilisateurs. Alors on en parlait déjà hier avec la Commission européenne. Vous, constructeurs, vous avez beaucoup investi dans le développement, la recherche du mix énergétique pour les nouvelles énergies. Vous n'avez pas peur d'un durcissement encore plus dur, des objectifs CO2 de la part de Bruxelles, qui sont déjà contraignants? On va dire qu'ils sont déjà ambitieux. Je rappelle pour l'audience, l'Union européenne demande aux constructeurs de réduire de 43% les émissions de CO2 des véhicules entre 2019 et 2030. Puis, être à 65% d'ici 2035, 90% d'ici 2040. Alors peut-être peut-on craindre que ça se durcisse encore, mais je pense que là, on est déjà pas mal. Et en même temps, est-ce qu'on doit s'en émouvoir ou est-ce qu'on doit se dire finalement c'est aussi le rôle des constructeurs, des transporteurs et des chargeurs de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone? Et à date, vous atteignez les objectifs aujourd'hui là? Oui. MAN, oui. MAN, oui. Renault Trucks, merci Jean-Yves. Renault Trucks, Olivier Metzger. Alors, comme Renault Trucks propose toute une palette, on va dire, des principales énergies. Vous avez complété toute votre gamme poids lourd également en électrique. Vous dites on a besoin de toutes les énergies. C'est un peu le message. C'est ça. Bonjour à toutes et à tous. On travaille en effet sur un mix énergie. C'est aujourd'hui toutes les énergies qui sont importantes pour décarboner le plus rapidement possible le transport. C'est vrai que peut-être pour rappeler la vision moyen et long terme, l'objectif qui fait maintenant plutôt consensus sur les premières conférences qu'on a fait ensemble, Hervé, il y a longtemps. C'était vraiment pas sûr. Maintenant, tout le monde est plus ou moins aligné. Donc que ce soit la stratégie nationale bas carbone du gouvernement ou des organismes comme Carbone 4. Donc la vision long terme, c'est la neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est l'objectif de Renault Trucks. C'est ce sur quoi on s'est engagé auprès de l'entité SBTi. Faire ça, ça veut dire qu'à partir de 2040, nos véhicules doivent être neutres en carbone. Et du coup, jusqu'à cette échéance-là, on va travailler sur les différentes solutions qui existent avec le 100% batterie qui va être la solution qui va s'imposer pour tout un tas de raisons. Bien évidemment pour des raisons technologiques, c'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les technologies qui vont être disponibles. Et on parle de HVO, de XTL, de B100, d'hydrogène de plein de couleurs différentes. Et après, par contre, il faut qu'on travaille aussi sur comment cette neutralité carbone va être atteinte en 2050 et comment ces technologies-là vont aider à décarboner d'autres industries. Je prends un exemple, on sait que les HVO et les XTL, assez rapidement, ils vont passer sur l'aviation parce que c'est quasi la seule solution pour l'aviation pour décarboner. Donc, il faut s'attendre à avoir des prix qui grimpent très très vite et puis très peu de matériel disponible pour la mobilité lourde. Le gaz, le biogaz, probablement, il va être beaucoup demandé pour l'industrie, pour faire tourner les centrales, pour les chauffages.
pour décarboner le maritime et donc assez peu de gaz disponible pour la mobilité lourde. Le B100 qui se développe et qu'on pousse assez fort en ce moment, on sait que de toute façon la quantité de biomasse disponible va être limitée. Donc voilà, tous ces facteurs-là font que à long terme, on voit le 100% batterie qui va s'imposer et qui va prendre la plus grosse part du gâteau. Hydrogène dont on aura besoin pour décarboner aussi, qui va prendre aussi une place importante sur toutes les applications qu'on ne saura pas faire en 100% batterie. Donc, toutes les applications sévères, des véhicules qui tournent en 24/24 qu'on n'a pas le temps de recharger. Et puis il restera une partie de biocarburant, une partie d'hydrogène vert peut-être utilisée dans les moteurs à combustion interne. Donc voilà, c'est un peu la vision moyen et long terme, ce sur quoi nous en tout cas on travaille. Alors l'électrique, c'est à peu près 30% des commandes des énergies alternatives chez Renault Trucks, je crois. L'électrique a atteint désormais donc, la gamme haute, on peut le voir aujourd'hui chez vous sur votre stand, la gamme T chez Renault Trucks. On est sur des autonomies de 500 km à peu près, des autonomies qui correspondent au marché du transport. Alors, on a déjà des autonomies qui ont vraiment beaucoup progressé. Si on regarde déjà sur les porteurs, sur la gamme porteur, donc tout ce qui concerne vraiment la mobilité urbaine, on a commencé en 2020, on était sur 150 km d'autonomie. Maintenant, on a doublé, on est autour de 300, voire sur certaines applications où on met 6 packs batterie, on est même sur du 450. Sur la gamme porteur, ça a doublé. On a lancé il y a 2 ans notre gamme haute avec 300 km d'autonomie. Et on présente sur le stand là l'étape d'après où très vite on va passer à 600 km avec des capacités de recharge qui permettent de recharger en moins d'1 heure un véhicule. Donc voilà, qui coïncide plutôt très très bien aux besoins des transporteurs, sachant que de toute façon ils peuvent rouler que 4h30. Après ils sont obligés de faire une pause. Et l'évolution va être sur l'autonomie, sur les batteries notamment? Non, je pense qu'une fois qu'on aura atteint ce seuil-là des 600 km et de la recharge en moins d'1 heure, on va avoir des besoins, on va pas avoir besoin de beaucoup plus d'autonomie. On regarde sur les porteurs. Encore une fois, les porteurs, on a commencé avec des batteries de 49 kWh, où là c'était un peu juste. Aujourd'hui, on a des véhicules qui ont 4, 5, 6 batteries de 94 kWh. On n'aura pas forcément besoin d'aller plus loin. On répond à 90-95% des besoins. Donc ça ne sert pas forcément la course aux grosses batteries. Et je dirais même qu'on travaille beaucoup plus sur comment on adapte la taille des batteries aux besoins des clients. C'est vrai qu'à court terme, le réflexe, c'est plutôt d'avoir des grosses batteries pour avoir le plus d'autonomie possible et être sécurisé au cas où. Voilà. Après, ça coûte cher, ça a un impact environnemental, donc il faut aussi qu'on travaille sur mettre la bonne taille de batterie pour la bonne utilisation. Alors l'approche électrique, on sait, est différente de l'approche du diesel. On en parle de plus en plus avec Nouvelles Énergies. L'accompagnement est important également. Alors l'accompagnement est très important. Donc nous, on a lancé en 2020, donc on a le plaisir aujourd'hui d'avoir 75% des poids lourds électriques qui tournent en France qui sont des Renault Trucks. Donc on capitalise sur cette expérience-là pour accompagner nos clients et se positionner comme le partenaire décarbonation. Et en gros, donc moi, la présentation a été peut-être pas très précise au début. Le directeur énergie alternative, ça veut dire que je pilote l'équipe décarbonation de Renault Trucks France. Donc on est une douzaine de personnes dédiées à la décarbonation, donc à l'accompagnement de nos clients sur quelque chose où au départ, nos partenaires ont un peu d'anxiété. Donc nous, notre rôle, c'est de montrer qu'en fait, c'est assez simple. Et donc on travaille sur l'analyse des tournées, sur l'analyse des sites, définir la solution optimale pour le besoin du client. Et encore une fois, c'est chacun son besoin. Donc il faut vraiment qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là. On est là pour être aussi le point de contact unique pour mettre en place les bornes de recharge, les financements, etc., etc. Donc on a vraiment un accompagnement très très fort. Le mix énergétique comprend aussi maintenant l'hydrogène. On avait une grande conférence ce matin. L'hydrogène, on va en parler, qui est quand même devenu réalité. Vous proposez donc illico du rétrofit de poids lourds. Vous allez nous l'expliquer, donc du rétrofit du poids lourd, donc à moteur thermique en moteur électrique alimenté par pile à combustible, fonctionnant donc à l'hydrogène. Votre premier poids lourd, donc vos premiers poids lourds ont circulé en 2024. Vous avez ouvert votre propre centre de recherche-développement non loin du salon d'ailleurs. Ici. Votre position est simple, vous voulez dépasser le débat du mix énergétique au Varit, c'est ça? Oui, tout à fait. Pas isoler l'hydrogène. Voilà. Complètement. Et merci Hervé pour l'invitation, puisque effectivement, on est le petit dernier de la famille, donc au niveau de l'hydrogène, et on est les derniers arrivés au niveau donc, de cette énergie propre qu'on peut utiliser pour la mobilité lourde. Et aujourd'hui, en fait, il faut considérer que c'est plus vraiment en fait une solution d'avenir, puisque c'est une solution tout court.
Donc ça existe aujourd'hui. On a des véhicules qui sont aux essais sur lesquels vous pouvez donc vérifier par vous-même effectivement que ça fonctionne plutôt bien. On a des conducteurs qui sont ravis. Je vois même en fait Adrien, puisque il a eu, et je le salue, puisqu'il a eu à la fois en fait l'audace et le talent d'être parmi Adrien les premiers Berthaud, en France. on aura tout à l'heure. Voilà, de pouvoir exploiter en fait les premiers poids lourds hydrogène, et c'est une expérience aujourd'hui en fait qui est réussie avec beaucoup de contributions en fait des clients qui sont en fait les transporteurs et leurs donneurs d'ordre. Donc c'est une solution en fait qui existe aujourd'hui pour pouvoir compléter l'offre que vous préparez, puisque vous travaillez sur quasiment toutes les énergies, sur l'hydrogène. On fait justement en fait de la conversion sur des véhicules, sur des châssis d'ailleurs en fait Renault Trex qu'on convertit à l'hydrogène, parce que justement pour le moment vous êtes concentré sur un certain nombre en fait d'énergies, dont l'électrique à batterie. L'hydrogène en fait va venir, et quelque part il faut déjà aujourd'hui proposer en fait des solutions qui soient vraiment opérationnelles pour les transporteurs. Je suis assez d'accord avec vous, et ce qui a été dit, c'est que finalement, sur une solution qui est très nouvelle comme l'hydrogène, qui n'a pas l'économie d'échelle dont peut bénéficier sans doute la batterie électrique telle qu'on la voit en fait aujourd'hui, on a besoin en fait de travailler de façon en fait très très resserrée avec des clients, des transporteurs qui eux, à la fois en fait ont de la vision, de l'audace, comme par exemple au niveau du groupe Berthaud, des chargeurs qui vont accepter de compléter l'équation économique, puisque on sait que ce sont des solutions qui sont quand même assez onéreuses. Et quelque part, aujourd'hui, le travail qu'on fait, c'est que on doit compléter ce panel d'énergie propre, montrer que sur l'électrique, effectivement, on arrive très vite à l'économicité qui permet de se substituer aux usages du diesel. Pour les usages qu'on ne sait pas substituer par la batterie électrique, de pouvoir proposer des solutions telles que l'hydrogène. Sur l'hydrogène, aujourd'hui, le bénéfice qu'on apporte, c'est au-delà effectivement d'avoir des montes en fait en neuf, c'est tout simplement de convertir des châssis existants, de aussi en fait démarrer cette économie circulaire qui nous fait un petit peu défaut aujourd'hui les produits en fait qu'on peut utiliser dans la vie quotidienne, mais aussi et surtout d'aller au-delà d'une opposition entre des énergies, des carburants qu'on met dans des réservoirs, parce que le sujet c'est pas celui-là, le sujet c'est décarboner. Et en développant en fait une filière hydrogène en France, on recrée en fait, on reprend la main sur nos sources d'énergie, puisqu'elles sont en fait celles de nos territoires. Surtout, on développe aussi des emplois, aussi bien au niveau des clients transporteurs et donneurs d'ordre, mais aussi au niveau de notre industrie. Alors vous développez le concept du rétrofit, j'en parlais. Par rapport au neuf, les avantages, vous m'avez dit en préparant la conférence, vous parliez de 25% d'autonomie en plus, c'est ça ? Oui, alors sur l'hydrogène aujourd'hui, sur les véhicules qu'on a pu mettre à la route en 2024, c'est une expérience réussie qu'on a avec nos clients transporteurs. On a réussi en fait à capitaliser sur quasiment sur les véhicules en rétrofit sur à peu près une centaine de milliers de kilomètres en fait roulés en hydrogène, donc vraiment en exploitation commerciale. Tout le bénéfice, on l'a reversé dans la seconde génération de véhicules qu'on présente aujourd'hui sur stand et qu'on présente aux essais, parce que tout simplement, on voit déjà en fait qu'on est capable de gagner quasiment 20-25% d'autonomie en plus. Donc, on va aller chercher déjà aujourd'hui sur une technologie qui est 350 bars, donc autrement dit 350 fois la pression atmosphérique de l'hydrogène stocké à bord. On sait chercher des autonomies jusqu'à 600-700 km dans notre seconde génération. Demain, et vous verrez aussi que sur notre stand, on a en fait notre partenaire fournisseur de réservoirs que vous connaissez bien, qui s'appelle OP Mobility, puisque c'est un très grand équipementier français. On va passer sur du 700 bars d'ici 18 à 24 mois, et on va aller justement chercher ces autonomies quelque part en fait à 900-1000 km qu'on est capable en fait d'avoir. Et on fera justement ces cas d'usage que ne ferait pas la batterie électrique. Alors l'acquisition d'un poids lourd, d'un camion zéro émission est élevée, on le sait. C'est la même chose pour le rétrofit ? Alors aujourd'hui en fait, le prix du châssis aujourd'hui malheureusement sur ces nouvelles énergies reste en fait une part en fait minoritaire du coût du véhicule, puisque on dépose toute la motorisation diesel, que ce soit le moteur, les réservoirs, dans certains cas en fait la boîte de vitesse. On vient installer un moteur électrique, des piles à combustible, un rack hydrogène. Donc aujourd'hui, on est sur une transformation en rétrofit qui permet en fait d'avoir accès à un véhicule quasiment en fait à des prix qui sont équivalents en fait à ce qu'on pourrait toucher en neuf, dans des cas d'usage très particuliers que vous rencontrez en fait sur certains stands aujourd'hui, puisque il y a d'autres acteurs qui présentent aujourd'hui des véhicules en neuf en hydrogène. On couvre surtout en fait les cas d'espèces qui ne sont pas couverts par les constructeurs, parce qu'on ne veut pas être en opposition avec eux, au contraire on veut travailler avec eux. Lorsque vous verrez sur notre stand en statique, on a en fait un véhicule de gamme C en tracteur en 4.2
on a converti en hydrogène parce que tout simplement, on va aller proposer ça avec notre partenaire donc, qui est ECT et avec notre premier client de lancement sur ces activités-là, terrassement en fait, et travaux publics, avec le groupe Maufray, pour justement avoir des applications aussi qui soient pas uniquement en fait, des applications routières. Et vous le faites très bien. Vos deux groupes en fait, sur les applications routières. Il faut qu'on puisse adresser aussi les autres segments, faire en sorte que dès maintenant, on sache décarboner. Un dernier mot rapide, oui ou non, mais sur le prix de l'hydrogène, qui est quand même un frein aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le prix va évoluer avec notamment des dispositifs comme l'IRIC? Est-ce que ça va permettre de se rapprocher du prix du diesel? Oui, complètement. Donc là, aujourd'hui, on sait en fait que la parité diesel en fait, pour l'hydrogène se situe aux alentours de 6 à 7 euros du kilo d'hydrogène. Donc voilà, on facture l'hydrogène en fait, au kilo et pour faire une centaine de kilomètres, on consomme aux alentours en fait, de 7 kilos aujourd'hui sur nos nouveaux véhicules en fait, seconde génération, un peu plus sur nos premières générations. On est quasiment en fait, au double aujourd'hui du prix affiché en station. Vous voyez en fait, qu'il y a certaines annonces en Allemagne où certains acteurs proposent en fait, de l'hydrogène à 8 euros kilo donc, sur le territoire allemand, en partenariat avec les opérateurs de stations. C'est le niveau de prix en fait, dont on a besoin. En réalité, ce niveau de prix, il n'est pas inaccessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu en fait, de plus en plus de fournisseurs apparaître dans le marché français pour l'hydrogène renouvelable. Les prix sont travaillés, donc les prix commencent à baisser. Et surtout, on a des décrets qui ont été votés, qui nécessitent donc au niveau en fait, des services de l'État d'être opérationnalisés. Donc c'est la Tiruert qui va devenir l'IRIC, la taxe qui doit inciter justement à l'utilisation des énergies renouvelables dans le transport. Et ça permet en fait de récupérer quasiment 3 à 4 euros du kilo en fait, d'hydrogène. Donc si vous passez par exemple en fait, d'un prix quelque part entre 10 à 15 euros du kilo d'hydrogène et que vous enlevez encore 3-4 euros du kilo à la pompe, tout de suite vous vous rapprochez de cette parité diesel. Donc, l'orientation est bonne, elle ne va pas assez vite, on est d'accord, mais sur l'électron, c'est la même chose. Il faut qu'on mette en place les infrastructures, il faut qu'on mette en place les énergies. Mais quelque part, c'est en travaillant en fait, tous ensemble qu'on va y arriver. On travaille avec les transporteurs, on travaille avec leurs donneurs d'ordre, et c'est possible. Jean-Yves et Olivier, où en sont les constructeurs historiques sur l'hydrogène? Un mot, Jean-Yves? Pardon, où en sont quoi? Les constructeurs historiques, comme MN ou comme Renault Trucks, sur l'hydrogène. Okay. On expose un véhicule hydrogène sur notre stand, mais de mon point de vue, c'est plus pour démontrer que la technologie est là. Un jour, dans de nombreuses années, on arrivera à avoir une parité de coûts qui permettent de faire évoluer, de répondre aux niches de marché qui ne sont pas adressables avec les véhicules électriques. Voilà. Mais il ne faut pas confondre la recherche, ce qu'on propose ici, et puis la réalité qui est les véhicules à batterie qui aujourd'hui sont la solution à court terme. Voilà. Olivier, un mot? Donc même vision sur une solution qui va plutôt arriver à long terme, hein, après 2030. C'est des solutions sur lesquelles on travaille évidemment déjà maintenant aujourd'hui. Vous savez qu'on a une JV avec le groupe Daimler pour travailler sur des piles à combustible dédiées aux poids lourds. On travaille sur ces sujets-là. On travaille aussi sur l'utilisation de l'hydrogène sur des moteurs à combustion interne. Après, par contre, on sait que la filière hydrogène, voilà, il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur la distribution, sur la production, sur le TCO, pour faire en sorte que la solution soit abordable par les clients, parce que les véhicules hydrogène, on sait faire ça depuis des années, des dizaines d'années même. Je me rappelle, on avait un Max City hydrogène déjà il y a au moins 15 ans. Sauf que ce Max City coûtait 600 000 euros et que personne ne pouvait se l'acheter. Donc voilà, ce développement-là est nécessaire. C'est pour ça qu'on situe ça quelque part après 2030. Bon, juste une petite question personnelle. Vous n'avez pas peur d'être dépassé par l'arrivée des sociétés comme Illico? Et on parlait ce matin des Chinois qui risquent d'arriver également avec des camions lourds hydrogène. Alors non, sur la partie hydrogène, de toute façon, c'est le développement normal de chaque technologie. C'est-à-dire que ça commence par des assembleurs qui testent les solutions, qui mettent en place des solutions sur tout l'écosystème. C'est ce qui s'est passé sur l'électrique, hein, des véhicules électriques, on en avait déjà il y a très longtemps. Et après, sur la concurrence chinoise, qui est encore une autre question, si bien sûr, il y a forcément une inquiétude par rapport à ça. Et donc on a besoin des forces publiques pour ne pas ouvrir grand les portes du marché forcément.
Et pour l'instant, ils sont plutôt occupés sur la voiture et sur fournir leur marché localement. Donc on va croiser les doigts pour avoir encore un petit peu de temps. Jean-Yves? Bien sûr qu'il faut être attentif à tous les concurrents, y compris les Chinois. Nous, on a l'exemple des activités de bus et cars, où ils sont très présents. Il y a quelques années, on a été effrayés par cette montée en puissance annoncée. Les Chinois, ils sont sérieux, mais ça ne nous empêche pas d'être, par exemple, nous, MAN, on est leader européen des bus électriques. Donc ça montre que finalement, on peut malgré tout tirer son épingle du jeu. Il faut être agile et il faut travailler sérieusement à proposer des solutions qui correspondent aux besoins de nos clients. C'est ça le point essentiel. Messieurs, je vous remercie. Je vous propose de regagner la salle et je vais demander à Clément Molison, délégué général de l'AVER, et Adrien Berthaud, justement, président du directoire du groupe Berthaud, venir nous rejoindre. Comme vous voulez, il y a de la place. Clément, je vais commencer par vous. Bonjour. Bonjour. L'AVER, donc on le rappelle, c'est une association qui promeut justement l'électrique. Vous rassemblez les acteurs de l'électrique, constructeurs, énergéticiens. Vous rassemblez également donc de l'automobile, mais aussi de la mobilité lourde, on va en parler. Si on devait faire aujourd'hui un état des lieux à date concernant les véhicules électriques, donc dans les deux catégories de segments, mais aussi en recharge, en infrastructure, en France et en Europe, si on peut. En tout cas, en France d'abord. Je vais essayer d'être court si on fait tous les segments. Sur le véhicule léger, peut-être en deux mots, le secteur se porte mieux. On a été globalement sur un plateau pendant 2 ans dont on est en train de sortir doucement depuis cet été. Ce qui a beaucoup joué, c'est enfin la prise en compte des flottes d'entreprises et de leurs obligations légales. Ça, depuis le premier semestre, ça a beaucoup joué. Et là, sur le deuxième semestre, on a un retour des particuliers. On arrive à être à peu près à 50-50 en acquisition, comme sur le marché des véhicules thermiques, des véhicules légers thermiques. Donc on arrive enfin à avoir le plein potentiel du marché qui est en train de se développer. Et on devrait sortir de l'année 2025 en positif par rapport à au moins 2024 et on espère aussi par rapport à 2023. On est quand même un peu sur une sortie de route sur notre trajectoire de décarbonation. Il est urgent d'accélérer, mais on se rétablit peu à peu. En termes de recharge, on est à plus de 180 000 points de recharge ouverts au public. La recharge privée est un petit peu plus difficile à suivre, mais on estime qu'elle est à peu près à 2,5 millions. Enfin, 2,3 millions plus presque 200 000 points de recharge ouverts au public. On est très loin de la saturation, il faut quand même se le dire. C'est-à-dire que l'essentiel des points de recharge ont à peine en moyenne une recharge par jour dans le mois. Donc on a un réseau qui est très densément maillé, présent très largement sur le territoire et sur lequel on est encore en attente d'avoir suffisamment de véhicules. Sur le poids lourd, c'est vrai qu'on a été un peu en dents de scie ces dernières années. Le marché a quand même été beaucoup en attente des différentes aides. On se rappelle des appels à projets de l'ADEME, là plus récemment le passage sur des certificats d'économie d'énergie avec des fiches C2E. Donc on a eu des années blanches ou en tout cas des périodes où les carnets de commandes étaient assez vides. Sur l'année 2025, on est à un peu plus de 500 véhicules immatriculés, un tiers, 2 tiers entre les porteurs et les tracteurs. C'est pas encore au niveau qu'on attend. 500, donc on va se rapprocher du chiffre des 700 l'année dernière. Voilà. En revanche, les carnets de commandes sont, quand on discute avec un certain nombre de constructeurs, les carnets de commandes sont plutôt pleins et c'est en train de faire ses effets. C'est juste qu'il y a quand même un peu de temps. Donc c'est en train de bien se développer. Et ce qui est important pour nous, c'est aussi d'avoir ces différents retours d'expérience, de voir dans les faits comment ça fonctionne. Pareil là pour la recharge, surtout à court terme, elle se fait très largement au dépôt, un peu chez le client, à destination à l'arrivée. On commence néanmoins à avoir déjà des bornes publiques, des stations de recharge publiques. On en a à peu près 200 points de charge qui sont vraiment dédiés pour des camions et on en rajoute un peu plus de 150, 160 où les gabarits peuvent être acceptés. On est au tout début de l'histoire, mais tout ça va se développer aussi avec les camions qui ont l'autonomie suffisante et qui vont aller chercher de l'itinérance et pas juste revenir au dépôt le soir pour se recharger ou chez le client entre les deux. Alors on parlait des aides, elles ont été relativement nombreuses pour l'automobile.
trop peu nombreuses pour la mobilité lourde. Je ne sais pas si elles ont été trop peu nombreuses. La problématique principale, c'est Je confirme. mais c'est aussi surtout la stabilité. On a connu une instabilité conséquente dans les aides pour le transport lourd. Et malheureusement, sur de la transition, on a besoin de pouvoir planifier. On était plus sur des appels d'offres au départ. On a été sur des appels d'offres qu'on sait être un peu excluants pour les TPE, PME, parce que c'est des dossiers conséquents à remplir et loin d'être évidents. Là, on est plutôt sur une logique de guichet avec des primes. Ça a demandé aussi aux constructeurs et à un certain nombre d'acteurs de changer la façon dont ils procèdent, parce que les certificats d'économie d'énergie, c'est une modalité qui était très connue du secteur du bâtiment, beaucoup moins du secteur des transports. Donc il y a eu aussi l'ingénierie à mettre en place, et ça fait des effets de stop and go, où tantôt on a des aides, tantôt on n'en a pas, tantôt on attend que les aides arrivent, et donc on ne demande pas tant qu'on n'a pas les aides. Des aides pour l'acquisition, également pour les infrastructures, comme le programme Advenir, c'est ça ? Tout à fait. Nous, Advenir, c'est donc un programme de financement et de formation qu'on a lancé en 2016. Maintenant, il est aussi ouvert au financement des dépôts et des aires logistiques pour des bornes de recharge poids lourds. Là, pour le coup, on essaye autant que possible de prôner ce que l'on souhaite, à savoir la stabilité. Et donc, c'est un programme qui, aujourd'hui, est prévu jusqu'à fin 2027. On prend en charge une partie des coûts. Je vous invite à aller... pour les poids lourds aussi, pour la mobilité lourde ? Exactement, spécifiquement sur les poids lourds. Sur les véhicules légers, on adresse la voirie et la copropriété. C'est des cibles un peu plus spécifiques. Justement, on parlait d'exploitation et d'exemples de retour d'expérience. Il était intéressant pour nous également d'avoir justement ce retour d'expérience de transporteur. Alors justement, le groupe Berthaud, vous avez opté pour ce qu'on appelle vraiment le mix énergétique, une seule énergie et pas s'enfermer en fait dans une seule énergie, parce qu'on l'a vu notamment dernièrement avec l'actualité avec le B100 ou également la montée du prix du gaz il y a donc quelques temps déjà. On peut expliquer un petit peu votre parc poids lourd et en mix énergétique et quelle énergie ? Toutes, en fait. On l'a dit, donc aujourd'hui, nous, on croit au mix énergétique pour plusieurs raisons. Je voudrais revenir quand même sur un élément qui va paraître assez logique à tout le monde, mais aujourd'hui, on parlait il y a quelques années du camion autonome. On n'y est pas encore. Donc ce camion, pour le faire rouler, il faut un conducteur. Et pardon pour mes collègues constructeurs, mais dans le TCO important, il y a aussi le coût du moyen humain. Et pourquoi on croit au mix énergétique ? Parce que le temps de recharge, il va avoir un impact aussi par rapport aux coûts humains. Et vous savez que ces coûts humains, ils augmentent puisqu'on fait face à une pénurie de conducteurs en France, mais dans toute l'Europe. Donc il y a une hausse sur ça. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas négligé dans le TCO. Et le temps nécessaire à la recharge va être aussi parfois un enjeu important. Alors rapidement, les énergies ? Sur les énergies du groupe Berthaud, aujourd'hui on couvre toute la gamme. On a des véhicules en exploitation sur l'hydrogène, Ovarit en a parlé, sur l'électrique, le HVO, le B100. Voilà, ça varie de 1 à 250 selon. On fait aussi du gaz, aussi bien liquéfié que comprimé, du biogaz. Là aussi, il y a des spécificités par rapport à ça. On fait même de l'ED95, mais ça, c'est vraiment en version plus limitée. L'idée, c'est adapter aux contraintes de nos clients le véhicule le plus adapté en termes de range, c'est-à-dire de capacité d'autonomie, et d'aller chercher ce qui va le moins le contraindre opérationnellement. On est sur quoi ? L'électrique pour l'urbain, le régional plus le biogaz ? Oui, on en parlait aujourd'hui, on arrive sur des gammes électriques qui permettent d'aller un petit peu plus loin que juste exclusivement l'urbain. Et c'est sûr qu'on reste quand même sur une autonomie qui est limitée dès qu'on parle de longue distance. Et donc là, on va plutôt aller chercher du gaz, du HVO ou du biocarburant comme le B100. Alors, allons droit au but. Le TCO, retour d'expérience, qu'est-ce qu'il en est à date, en fait, pour vous, pour le groupe Berthaud ? En 5 minutes, c'est compliqué. Encore une fois, l'analyse, elle est beaucoup portée par l'analyse des datas. On en parlait au travers de Renault Trucks, l'analyse du plan de transport, et ce qu'on est capable de remonter pour proposer la solution la plus adaptée.
Aujourd'hui, ce que je suis capable de vous dire, et j'en suis très fier, c'est qu'on est capable de mettre certains véhicules électriques pour un TCO qui est inférieur à un coût du thermique quand on met à côté l'ensemble des aides, quand on le prend sur une durée suffisante, etc. et sur certaines activités. Il y a d'autres cas où le TCO de l'électrique ne va pas du tout passer parce qu'il n'est pas adapté et on va se tourner vers d'autres énergies alternatives comme le biocarburant, le B100 ou du gasoil de synthèse sur le XTML ou le HVO. Et puis l'éternel débat, qui paie quoi? Est-ce que le transporteur doit être tout seul? Alors vous avez comme une initiative assez originale que vous avez lancée. C'est un nouveau contrat donc, pour vos clients, adapté à cette transition énergétique. Vous allez nous l'expliquer, c'est le FlexiGreen, hein, c'est ça, qui est proposé en fait au renouvellement de contrat. FlexiGreen et maintenant la nouvelle version, nous aussi on est comme les constructeurs, c'est des améliorations de l'offre de service et FlexiGreen Plus. L'idée rapidement, FlexiGreen, elle remonte à l'arrivée des ZFE, hein, vous savez que ce n'est pas forcément toujours d'actualité. On constate chez nos clients un décalage dans le renouvellement, hein. Les transporteurs, ils renouvellent régulièrement leur flotte. Il faut quand même savoir que quand on prend un véhicule même thermique de nouvelle génération, il consomme en moyenne 30 à 40% de moins de gasoil, donc c'est déjà des économies en termes de CO2. Hein. Et là, avec l'arrivée des ZFE, vent de panique chez nos clients de dire quelle est l'énergie adaptée, toutes les silhouettes n'existent pas chez les constructeurs. Et donc on décide de mettre en place une offre FlexiGreen qui dit on part sur un renouvellement classique en thermique, mais pendant la durée de votre contrat, on va faire l'analyse précise et en cours de contrat, on va venir changer avec l'énergie alternative adaptée. Et donc on a réussi à embarquer nos clients avec cette flexibilité et charge à nous après de recaser les camions existants on parlait dans des conditions en fait où les énergies alternatives n'étaient pas adaptées. Et comment c'est accepté? Comment l'accueil? L'accueil est plutôt positif parce qu'encore une fois, on ne se contente pas juste de dire là on ne peut pas, on essaye d'apporter des solutions. Et donc je disais, l'évolution c'est FlexiGreen Plus et là l'idée c'est un peu comme certains l'ont déjà dit, d'apporter vraiment un service clé en main avec tout ce qui tourne autour de l'infrastructure et de la fourniture d'énergie. Parce que quand on parle d'électricité, quand on parle de B100, on parle de HVO, on a certains clients qui ont, de par leur positionnement, besoin d'aller chercher du multi-énergie. Donc ils ne vont pas avoir la possibilité de massifier en termes de bornes électriques ou en termes de cuves de B100 ou en termes de volumétrie de HVO. L'offre du groupe Berthaud, c'est de dire, nous on vous met dans quelque part un package global qui vous permet d'avoir quand même un impact, parce qu'on parlait beaucoup de ROI et c'est, je crois, quand même la clé, hein, on est un métier de centimier, d'aller chercher quand même un peu du ROI tout en proposant à chaque endroit et à chaque situation l'énergie alternative la plus adaptée. Aujourd'hui, le parc Berthaud, on est à peu près à 12% de notre flotte, hein, sur un peu plus de 5000 moteurs, qui tournent en énergie alternative. Et le reste en diesel, bien sûr. Voilà, grâce à l'apport de nos clients aussi et de nos constructeurs. Messieurs, je vous remercie en tout cas, on peut vous applaudir, vous pouvez regagner la salle. On va poursuivre avec, pour parler d'autres énergies, c'est les biocarburants. J'ai demandé à Bastien Le Gouellec, directeur d'Oléosan, Étienne Valtet, directeur d'Altens. Et puis pour parler aussi du projet d'autoroute, oui c'est ça, d'automatisé électrique, Pierre Delague, directeur mobilité connectée, automatisé électrique de Vinci. Bastien, alors on va parler de biocarburants, les biocarburants en particulier le B100 que vous proposez. Il en était beaucoup question dernièrement avec la remise en question du tarif particulier pour le B100. Il y a eu comme une opposition entre le B100 qui séduit les transporteurs et les gouvernements successifs qui nient l'existence, on peut le dire comme ça, du B100. B100 aimé, pas aimé Bonne question. Mal aimé, on va dire. B100, en tout cas, en partie décrié. Il fait l'actualité, en tout cas. Voilà, il fait l'actualité. Quelques mots sur le B100. Déjà, le premier point, c'est que c'est une énergie qui est quand même assez neuve. Le décret d'homologation, il date de 2018. On est 7 ans plus tard, c'est la première énergie alternative. Tout le monde a parlé du besoin impérieux de décarboner. Et c'est vrai que
Dans l'énergie d'aujourd'hui, c'est quand même la première en termes à la fois d'immatriculation, de volume qui sont mis à la consommation. Ensuite, effectivement, il y a des éléments qui sont souvent mis en avant de manière à contredire un peu cette énergie. Par exemple, si j'en cite certains, mais notamment un rapport de transport et environnement qui pointe sur le côté les biocarburants, alors là c'est intégré aussi le HVO, mais émettent plus de CO2 que les biocarburants, que les carburants fossiles, pardon. En fait, ça c'est peut-être vrai quand on regarde la déforestation, c'est peut-être vrai quand ça concerne le palme qu'on importe d'Indonésie, mais qui entre parenthèses est interdit en France depuis 2019. En revanche, quand on regarde le colza, qui est la matière première qui sert à faire du baissant, pour le coup, il n'y a pas de déforestation, on est très clair là-dessus. Et les données, y compris de la Commission européenne, le montrent. Et on a des surfaces qui vont avoir tendance à ne pas bouger. L'autre point qui est souvent mis en avant aussi, c'est le côté food versus fuel, l'alimentaire contre l'énergie. Pareil, c'est un débat qui n'a pas vraiment lieu d'être. Une graine de colza, c'est 55% de protéines. C'est un rapport qui va être assez immuable, à 1% près en fonction des récoltes, mais 55% de protéines, 45% d'huile. Les protéines partent à destination de l'alimentation animale. Et pour rappel, aujourd'hui, la France est encore importatrice de 45% de son besoin de protéines, et protéines végétales. Et ensuite, dans les 45% d'huile qui restent, il y a un fléchage en priorité vers l'alimentaire, dans un marché qui est complètement mature, avec des volumes qui ne bougent pas. Et puis, de l'énergie pour le reste. Et là, c'est le marché baissant. Donc en fait, on est bien sur une coproduction et pas quelque chose qui va être en opposition. Il n'y a jamais d'arbitrage entre le food et le fuel. Donc, on parle beaucoup de TCO, c'est ça qu'il faut prendre plus, on va dire, il est important de considérer le TCA, c'est ce que vous disiez notamment à l'instant, c'est ça, par rapport à la distribution. Oui, non, après, effectivement, sur les modalités spécifiques du carburant, donc c'est un biocarburant qui a une logistique dédiée avec des cuves en fait, qui sont mises à disposition chez les transporteurs. Un TCO qui est autour de l'isogasoil, et effectivement, il y a eu un gros débat au moment de la fiscalité sur le fait de hausser ou pas la fiscalité spécifique du baissant. Bon, c'est un discours qui va un peu à l'envers de ce qui devrait être fait, y compris au niveau de grandes instances telles que le Haut Conseil pour le climat ont bien pointé sur le besoin d'avoir un cadre fiscal qui soit à la fois stable, ça a déjà été dit, mais je pense que ça vaut pour toute l'énergie, et qui soit surtout adapté, que la fiscalité particulière elle reconnaît la performance en fait environnementale par rapport au gasoil, et c'est un élément clé en fait dans la compétitivité de cette offre. In fine, je crois que tout le monde l'a un peu dit, mais le but c'est quand même d'augmenter l'énergie renouvelable qui va être disponible. Et après, effectivement, il n'y a pas de vocation qu'une seule énergie emporte tout le marché. Il y a différents cas d'usage et il y a de la place pour tout le monde. Alors, vous améliorez aussi vos offres. Vous proposez une nouvelle offre, je crois que vous la présentez ici, à Solutrans, de réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre. 80%. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, la durabilité standard, en fait, c'est une réduction d'émissions de 60% de CO2 par rapport au diesel fossile. Donc ça, c'est une durabilité qui est complètement tracée, auditée sur la base de colza français. Et puis, en fait, on travaille avec les agriculteurs à mettre en œuvre une durabilité améliorée qui peut faire jusqu'à 80% de réduction d'émissions de CO2 par rapport au gazole fossile, et qui là va se baser sur l'amélioration de pratiques et d'itinéraires techniques dans le champ, donc basculer d'un engrais minéral vers un engrais organique, la mise en place de plans de campagne, l'arrêt du labour, voilà, un ensemble d'itinéraires techniques spécifiques qui vont permettre d'aller encore une fois de manière auditée, fournir des réductions d'émissions jusqu'à 80% par un stockage additionnel du carbone dans le sol. Étienne Valtel, alors Alten ne propose plus seulement justement du baissant aujourd'hui, mais aussi du HVO, du bio-GNV, et on y reviendra plus en détail tout à l'heure également. L'électrique, désormais donc en infrastructure, pour vous, il était indispensable justement de passer au mix énergétique, de ne pas s'isoler avec le baissant, le biocarburant. Alors au-delà de ne pas s'isoler, je pense que c'est surtout une logique en fait globale, c'est-à-dire ça résume un peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Je crois qu'il est clair qu'il y a une question de temporalité. On a tous en vision l'horizon lointain, voilà 2040-2050. Maintenant la question c'est comment on fait pour y arriver. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, pour plein de raisons, des questions de capacité d'investissement, opérationnelle, etc., la maîtrise du changement.
Donc la question, c'est d'additionner les possibilités de décarbonation pour nos clients, être capable de les accompagner à la fois sur la durée et aussi en fonction de leur propre stratégie et de leurs propres impératifs dans les différentes sociétés. Alors vous regrettez aussi, alors c'est pas que vous êtes en colère, mais cette mise à l'écart par l'État des biocarburants, l'État n'a qu'une seule feuille de route, vous dites, c'est l'électrique. On le voit dans les textes également, dans les décrets, c'est-à-dire qu'ils ont quand même bien mis en avant l'électrique en niant en fait les autres énergies. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'électrique a vraiment une place prépondérante dans le mix énergétique. On l'a vu déjà par la possibilité d'avoir un TCO inférieur au gazole. Voilà, il y a une logique, ne serait-ce que de pragmatisme du transporteur à passer à l'électrique. Maintenant, ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, comment on accompagne la décarbonation pour ne pas avoir à attendre cette transition vers l'électrique ? Il va forcément se faire en fonction des installations d'infrastructures sur les dépôts, sur les parkings des transporteurs, mais aussi les capacités d'investissement, les changements d'habitude d'exploitation au niveau des transporteurs. Donc, si on veut accompagner cette transition, il faut la faire dès maintenant. Et les biocarburants sont la solution la plus immédiate. On a parlé du baissant, je ne vais pas revenir sur la problématique de la fiscalité baissant, mais on peut raisonner un petit peu plus globalement. Je vais parler du HVO, parce que c'est vrai qu'on est assez connu aussi pour cette solution-là, mais le HVO est traité presque moins bien que le diesel. Donc il y a une question de logique fiscale qui n'est pas respectée. Et si on veut aller plus loin, ce qui se passe sur le baissant, on va se passer aussi sur d'autres énergies. Et si on veut parler de l'électrique, à un moment donné, les pertes fiscales qui seront faites au fur et à mesure de l'électrification des parcs va bien devoir être rattrapée quelque part. Donc il va bien y avoir une question qui va se poser un jour. Peut-être que ça vaudrait le coup de se la poser tout de suite pour donner de la visibilité aux différentes filières et avoir une vision long terme qui soit claire pour tout le monde. Alors, vous passez quand même à l'électrique. Alors, je le disais, vous vous développez sur l'infrastructure, vous allez nous en parler, l'infrastructure électrique. Pourquoi ce choix ? Vous allez même, je crois, vous allez l'annoncer prochainement, vous allez devenir fournisseur d'électricité. Alors, c'est une logique, toujours par rapport à ce mix énergétique. D'abord, c'est une demande de nos clients de les accompagner dans cette transition. Donc, on a commencé par les biocarburants, mais eux nous disent eux-mêmes qu'ils ont leur stratégie d'électrification en route. Donc, l'accompagnement qu'on doit leur apporter, c'est justement de les accompagner dans la stratégie, dans le changement d'exploitation, dans le calcul du TCO. Et ce calcul du TCO sur de l'électrique, il se fait forcément sur un couple qui est à la fois l'infrastructure, donc la partie borne de charge, mais aussi sur la partie électricité. Et la partie de l'électrification, c'est que, autant sur un carburant liquide, voilà, on ramène son camion, on remplit le réservoir et c'est fini. Sur la partie électrique, il y a quand même une donnée supplémentaire, c'est ce qu'on appelle le smart charging. C'est en fait à quel moment on va pouvoir charger son camion, qui est pour la plupart stocké toute une nuit sur un parking. À quel moment on va pouvoir le charger pour optimiser le TCO et donc avoir le prix de l'électricité le plus optimal possible pour réduire le coût global. Bon, en tout cas, on pourra en reparler des heures et des heures. Je pense qu'il y aura d'autres débats autour du mix énergétique. Pour terminer, on voulait vous proposer ce projet de Vinci. On va en parler avec Pierre dans quelques secondes. Je vais vous passer également la petite zapette. Voilà. Sur ce projet d'autoroute électrique, donc Vinci a décidé de s'impliquer non seulement dans la mobilité électrique, mais aussi dans les infrastructures électriques. Les aires des repos, on le voit, sont de plus en plus équipées de stations de recharge électriques pour poids lourds. Vinci propose aussi aux transporteurs donc, de recharger en roulant. C'est ça ce nouveau principe. En clair, l'idée, Pierre, est que les poids lourds puissent se recharger via un procédé par induction. Et il y a un mois, un poids lourd a pu se recharger en roulant justement sur l'autoroute A10. Là, on est passé en test réel. Hein, c'est ça, Pierre ? Oui, c'est ça. Nous, on vient proposer un complément possible. Et un complément, et ce n'est pas du tout orthogonal à toutes les solutions qui viennent d'être présentées là sur ce panel. Tout le monde l'a bien rappelé, tous les panélistes ont bien rappelé que pour la décarbonation, ça sera un cocktail de différentes solutions et chacun aura sa place. Il y en a une dont on parle plus rarement, qui est la possibilité pour un poids lourd électrique, donc totalement compatible avec des poids lourds BEV à batterie, qui est de se recharger en roulant. Et ça, je vais vous le montrer là, dans un slide.
On est en train de le tester sur l'autoroute A10, l'autoroute du réseau Vinci Autoroute que je représente. Pourquoi se recharger en roulant? À quoi ça sert? Ça sert à réduire la quantité de batterie embarquée dans les véhicules. Et ce qu'on voit à droite de ce slide, c'est que finalement, le véhicule électrique à batterie, c'est possible. On le voit ici dans ce salon et ça va être la solution mainstream, ça vient encore d'être dit. C'est en train de se passer. Par contre, beaucoup des inconvénients, malheureusement, il n'y a pas de solution parfaite en ce bas monde. Hein. Et dans le véhicule électrique, beaucoup des inconvénients se concentrent dans la batterie. Une grosse batterie, ça a une autonomie plus limitée que 400 litres ou 800 litres de diesel. Besoin de s'arrêter pour se recharger. C'est lourd et donc ça peut impacter la charge utile du poids lourd. Ça crée des véhicules qui sont à l'achat 2,5 fois plus chers que des véhicules thermiques, bien que c'est bien sûr le TCO qui compte pour les professionnels et qu'on commence à avoir des parités de TCO pour certains cas d'usage qui arrivent. Puis une grosse batterie. À date, c'est produit dans des pays où le mix énergétique est beaucoup plus carboné qu'en France, hein, essentiellement en Chine où le mix est à peu près 10 fois plus carboné qu'en France. Donc ces grosses batteries, à la production, elles ont une grosse empreinte carbone et matière. On a besoin de lithium, de nickel, de manganèse, de cobalt, de fer, de phosphate. Tout ça, ce sont des choses nécessaires pour les batteries. Donc le véhicule électrique à batterie, très bien. On y est favorable, comme vous l'avez dit, sur le réseau Vinci Autoroute, nous, on installe à marche forcée des stations de recharge pour véhicules légers et bientôt pour poids lourds. Aucune remise en cause de ça. Mais il nous semble qu'il y a une voie qui est plus optimale à explorer pour réduire la quantité de batterie. C'est juste un slide pour vous dire que cette idée ne vient pas de nous. Il y a eu une étude menée par le ministère des Transports, donc la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, en 2021, qui a un peu étudié toutes les technos possibles pour décarboner les poids lourds. Et chacune a ses avantages et ses inconvénients, on l'a entendu pendant tout ce panel. Et la conclusion du ministère des Transports, c'est qu'il y en a une qui semble la plus efficace de manière théorique, hein, sur le papier, c'est de réduire la quantité de batterie et de charger les véhicules en roulant. Ça, théoriquement, si on regarde vraiment le CO2, c'est celle-là qui décarbone le plus. Donc il faudrait essayer, il faudrait tester, il faudrait explorer. Juste en bas à droite de ce slide-là, vous voyez une proposition. Ce n'est pas une proposition budgétée, ce n'est pas au budget de l'État. Vous connaissez l'état du budget de l'État aujourd'hui. C'est juste une feuille de route, une proposition du ministère des Transports déployée à grande échelle. Une de ces technologies-là, de recharge dynamique, de recharge en roulant, à horizon 2035. Avant ça, il faut montrer que ça marche. Il faut montrer qu'il y a des technologies qui marchent. Et c'est ce à quoi on s'attelle dans notre projet, qui s'appelle Charge as you drive. Très original, mais au moins on comprend ce que ça veut dire. Et donc, dans ce projet, on a commencé à déployer sur l'autoroute A10, à une quarantaine de kilomètres de Paris, une petite section, ça fait que 1,5 km pour vérifier que ça marche. Et on a déployé une technologie par induction. L'induction, vous connaissez, hein, vos téléphones portables se rechargent par induction sur des pads, soit chez vous, soit dans votre voiture. Beaucoup de petites électroniques qui sont passées à la charge sans fil. Hein. L'induction, c'est la charge sans fil. Nous, on le fait pour des véhicules en roulant sur l'autoroute, à pleine vitesse, y compris pour des poids lourds. La cible première de cette technologie-là, évidemment, les véhicules qui auront les plus grosses batteries, que sont les poids lourds. Et à date, comme on doit le voir peut-être... non, peut-être pas. Dans une petite vidéo qui est trop petite, qui est derrière mon voisin ici. Ça, c'est une... Si, on le voit un petit peu. Là, vous voyez un extrait, ça a été fait il y a quelques semaines, il y a 2 semaines. On a un poids lourd là qui se charge à 250 kW sur l'autoroute, en roulant. Donc, on arrive à charger en moyenne à plus de 200 kW, à 90 à l'heure sur l'autoroute. Donc ça semble marcher en conditions réelles. On est vraiment sur la 10, là. Ce n'est pas une voie réservée, ce n'est pas des conditions particulières. Donc il nous semble que c'est un complément possible, tout à fait compatible avec la technologie BEV. Un poids lourd capable de se recharger par induction, il peut évidemment se recharger sur une borne. C'est un poids lourd électrique à batterie, sauf qu'il a une batterie plus faible. Avantage aussi, il y a des avantages d'ordre plus macro, plus stratégique. Avoir des véhicules avec des batteries plus petites, ça permettrait de réduire nos importations en batterie. Aujourd'hui, l'Europe importe de plus en plus de batteries d'Asie. Donc, on est vraiment en train de remplacer une dépendance aux importations en hydrocarbures, Moyen-Orient, des États-Unis, par une dépendance aux importations de batteries, Asie, Chine. Donc ça, c'est une approche possible pour réduire ce besoin-là.
et remplacé par des investissements dans nos infrastructures routières. Et prochaine étape? Au-delà de cette petite section qui ne fait que 1,5 km et qui est juste pour montrer que ça marche, ben, ça serait des premiers corridors. À 10, là, on est sur, entre Orléans et Paris. Entre Orléans et Paris, il y a beaucoup de poids lourds, il y a beaucoup de transporteurs à Orléans qui font des navettes pour livrer à Paris. Ça serait un premier corridor de quelques dizaines de kilomètres. Dans quelques mois? Orléans et Paris. Dans quelques mois? Quelques mois, ça paraît un peu ambitieux. Espérons quelques années. Espérons avant 2030. Bon, ok, bon, on attendra. Merci Pierre, merci à vous tous. Fin de cette conférence. Merci en tout cas d'avoir assisté. Et rendez-vous dans un instant avec la conférence CNR. Merci.